Bonjour, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez la pêche. Bon, aujourd'hui, on va parler de l'euro. L'euro plus bas historique depuis 20 ans, les amis. 20 ans. Ici, voilà, l'euro s'est effondré sur un plus bas depuis 20 ans contre le dollar. Et je vais vous en parler plus tard, pourquoi, etc. Mais clairement, il y a aujourd'hui de plus en plus un doute par rapport à la volonté de la Banque centrale européenne d'augmenter les taux d'intérêt parce que l'Europe est en plus grande difficulté que les États-Unis. Et clairement, si la BCE augmente les taux d'intérêt, ça voudrait dire un ralentissement de la croissance économique et l'Europe n'en a pas besoin aujourd'hui. Et vous voyez ici, ce niveau n'avait pas été atteint depuis 2002, les amis. 2002, c'est là. On est, voilà, 2002, 2003, par là. Et on vient de casser ce niveau. Alors, qu'est-ce qui va se passer sur l'euro? Sur un plan technique, j'en avais déjà parlé dans une ancienne vidéo. Je vous avais dit, voilà, le gros support, il est là. Le prochain support, c'est la parité. C'est le niveau des 1. Bien sûr que ce niveau, on va pas le casser comme ça. C'est un peu comme le Bitcoin, le niveau des 20 000. Vous avez vu, on a cassé le niveau, on est revenu au-dessus, on a cassé encore, mais on joue avec parce que c'est un niveau psychologique extrêmement fort. Donc, on sait que si le niveau des 20 000 est définitivement cassé sur le Bitcoin, ça voudra dire 15 000, 10 000, etc. Et la même chose sur l'euro, hein, parce qu'encore une fois, on va avoir, si on casse ce niveau des 1, on va avoir un phénomène de panique. C'est-à-dire qu'il y a énormément de stop loss, énormément de personnes qui vont commencer à vendre l'euro. Donc, on risque d'avoir un phénomène de panique. Alors, bien évidemment, les banques centrales vont tout faire pour éviter ce mouvement de panique. Mais est-ce qu'elles pourront réellement l'éviter? Non. Rappelez-vous, on parle de la Grande-Bretagne en 1994, pardon, 1992. Notre ami George Soros, hein, je sais que beaucoup de gens l'adorent, notre ami George Soros avait vendu la livre, donc le GBP, et il avait expliqué au grand public que la Grande-Bretagne ne devait pas rester dans l'euro, dans la zone euro, etc., et que c'était pour son bien, d'accord? Et il a vendu massivement. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que tout le monde a suivi George Soros. On a eu plein de spéculateurs, plein de hedge funds qui ont vendu au même moment la livre sterling. Et ce qui s'est passé, c'est que le GBP s'est effondré et George Soros a empoché, en une nuit, on parle de 1,1 milliard de dollars. Et vous voyez, c'est ça, c'est la GBP, donc le GBP, pardon, on est en juin 92, ça s'effondre et on passe de 2,02 à 1,42. Donc le GBP contre dollar s'effondre littéralement parce que Soros vend le GBP, il en parle publiquement, il fait toute une campagne de presse, de communication, il devient célèbre d'ailleurs grâce à ce trade, il rentre dans l'histoire des traders, bonne ou mauvaise, mais il rentre dans l'histoire. Et surtout, tout le monde le déteste à l'époque. Tous les hommes politiques disent que c'est voilà, le mal incarné et compagnie. Mais en fait, ce qui est intéressant ici, c'est de savoir que tous les hedge funds l'ont suivi. Donc clairement, aujourd'hui, on est en 2022, il s'est passé plein de choses, le monde a évolué, etc. Mais la psychologie humaine reste la même. C'est-à-dire que le niveau des 1, ça va être un gros niveau psychologique. Et s'il est cassé, ça risque d'être catastrophique. Alors certaines personnes vont me dire, Tammy, c'est super tout ça, mais pourquoi ça baisse aussi fortement? Qu'est-ce qui explique la baisse de l'euro? En fait, il faut vraiment comprendre une chose, c'est que l'argent, d'accord, les capitaux circulent d'une région à une autre, d'un pays à un autre. Et généralement, les investisseurs, alors ça peut être des spéculateurs, mais ça peut être également des caisses de retraite, des fonds de pension, etc., c'est-à-dire même des institutions sérieuses, pas forcément des gens qui sont dans de la spéculation, mais qui sont avant tout pour l'investissement, d'accord? Même, voilà, je ne sais pas, des fonds souverains, ils vont se baser sur finalement des concepts très simples, c'est-à-dire, premièrement, quelle est la monnaie qui va rémunérer le plus, d'accord? Donc, les taux d'intérêt. Et donc, en l'occurrence, est-ce que c'est les États-Unis? Est-ce que c'est l'Europe? Est-ce que c'est le Japon? Est-ce que c'est la Chine? D'accord? Donc, ils vont d'abord se baser sur le concept de rémunération. Deuxièmement, il y a également le concept de croissance, d'économie, de potentiel. Est-ce que l'économie en question a un potentiel de croissance? Est-ce qu'elle peut encore se développer, etc.? Est-ce que les actions, est-ce que la bourse se comporte bien? Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, à partir de là, l'argent,
il va dépendre, et bien évidemment, j'ai vraiment simplifié, mais c'est pas plus compliqué que ça. J'ai vraiment simplifié pour que vous compreniez un peu pourquoi l'argent évolue d'un pays à un autre ou d'une région économique à une autre. Et là, en l'occurrence, voilà, j'ai pris en compte deux paramètres très importants qui vont nous intéresser dans notre développement. Les taux d'intérêt. Donc, premièrement, l'Europe aujourd'hui, elle est face à une crise économique, à une récession économique, parce que l'Europe est finalement la région économique la plus affaiblie par le conflit entre l'Ukraine et la Russie. D'accord? Donc, le problème de l'Europe, c'est que l'inflation est élevée en Europe. Hein. On l'a vu en Espagne, on parle de 10%. En France, c'est pas, voilà, mais on parle de 8%, 8,7% pour la zone euro. Donc, l'inflation est élevée. Donc, quand l'inflation est élevée, il faut augmenter les taux d'intérêt. Parce que sinon, premièrement, l'inflation risque de se poursuivre, d'accord? Et deuxièmement, le pouvoir d'achat va diminuer et on risque de se retrouver dans une spirale inflationniste. Ça, c'est le premier point, très très important. Mais si on augmente les taux d'intérêt, on est bien d'accord que quand on augmente les taux d'intérêt, les entreprises vont moins investir. On est bien d'accord que, donc là on va mettre investissement, que les consommateurs vont moins consommer, ils vont préférer placer leur argent en banque ou épargner mais ou investir, mais ils ne vont pas consommer, d'accord? Et là, c'est l'investissement des entreprises. Ça va coûter trop cher pour une entreprise de financer un investissement. Et donc, à partir de là, on est bien d'accord que ça crée une baisse de la demande et une baisse de la croissance. Et donc, une baisse de la croissance, ça veut dire une hausse du chômage et un ralentissement de l'économie. Et donc, si on se retrouve avec cette problématique, d'accord, baisse de la croissance, hausse du chômage, on est bien d'accord que l'économie risque, ça risque de le faire très mal, mais on risque d'avoir des mouvements sociaux, on risque d'avoir un gros mécontentement, et la situation risque d'être très très grave. Donc, les taux d'intérêt, la BCE, pour le moment, se dit, je préfère ralentir ou freiner ou ne pas le faire. Mais en ne le faisant pas, qu'est-ce qu'elle envoie comme signal aux spéculateurs, aux investisseurs? Elle leur dit, bah, la BCE ne va pas augmenter les taux d'intérêt, l'inflation ne va pas diminuer, la croissance est toujours moins, donc il y a un risque très important. Donc on préfère sortir notre argent de l'euro, d'accord, et investir sur le dollar, parce que c'est plus sûr. Et donc, et le dollar, justement, contrairement à la zone euro, c'est quoi l'avantage de la zone dollar? Ben, on le sait très bien, la croissance, elle est toujours top, d'accord? Le chômage est très faible aux États-Unis et ça reste toujours voilà, une économie puissante et ce n'est pas une économie qui est affaiblie comme l'économie européenne, d'accord? Les États-Unis ont du pétrole, voilà, ils peuvent résister, ils ne sont pas en position de fragilité comme l'Europe, d'accord? Donc, l'économie, elle est OK aux États-Unis, les taux d'intérêt vont également augmenter. Et donc, quand vous avez voilà, des capitaux et vous hésitez entre l'euro ou le dollar, on est bien d'accord que vous allez choisir le dollar. Donc aujourd'hui, si le dollar s'apprécie, c'est parce que l'euro est considéré comme dangereux, d'accord? Faible rémunération, d'accord? Du fait des taux d'intérêt, récession, croissance économique faible, et puis bien évidemment la fragilité du fait de la guerre en Ukraine. Maintenant, vous allez me dire, OK, Tammy, c'est super tout ça, mais si l'euro baisse, et c'est le réflexe de beaucoup de gens, c'est super. Si l'euro baisse, c'est génial parce que ça voudra dire que les importations, on va diminuer les importations, qu'on va plus produire local, que le pouvoir, voilà, on va avoir une monnaie faible, donc on va être plus compétitif au niveau international, on va exporter plus. Super, d'accord? Ça, c'est le raisonnement basique. Mais ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il faut parfois attendre 1 an, 2 ans, 3 ans avant que ce que l'on appelle une dévaluation, ici en l'occurrence c'est une dépréciation, donc c'est l'euro qui baisse par rapport au dollar, pour qu'il y ait un impact d'une baisse d'une monnaie par rapport à une autre, il
faut attendre au minimum 1 an, 2 ans, 3 ans. D'accord? Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Mais en attendant, avant d'avoir un impact positif de la baisse de la monnaie, qu'est-ce qui va se passer? Premier phénomène, on va avoir ce que l'on appelle une inflation importée. C'est-à-dire que comme la monnaie est faible, quand on va importer, quand on va acheter des biens ou des services à l'étranger, eh ben, les prix vont augmenter. D'accord? Et donc, acheter du pétrole, eh ben, ça va flamber. Acheter des services, acheter des produits, acheter de l'énergie, tout ça, acheter des matières premières, les prix vont flamber. Donc, premièrement, la première conséquence d'un euro faible, c'est une inflation importée. La deuxième conséquence, c'est quand l'inflation augmente. On est bien d'accord que tu as un salaire de 1500 euros. Si les prix augmentent, mais que ton salaire n'augmente pas, ton pouvoir d'achat diminue. D'accord? Donc, on a le pouvoir d'achat des ménages qui va diminuer. Et ça va s'aggraver, puisqu'effectivement, si en plus on a le pétrole, le gaz qui continue de monter, parce qu'encore une fois, là, on suppose l'inflation, elle est importée, mais on suppose que les prix du pétrole et du gaz restent les mêmes. Mais supposons que les prix du pétrole et du gaz continuent de monter. On est bien d'accord que le pouvoir d'achat va diminuer encore plus. D'accord? Troisièmement, qu'est-ce qui va se passer quand on aura une inflation qui sera insoutenable? C'est-à-dire qu'à un certain moment, il y a ce que l'on appelle un danger. Quand l'inflation est très importante, aujourd'hui, l'inflation en Turquie est de 88% ou 80. C'est juste pour vous dire que quand je parlais d'augmenter les taux d'intérêt, beaucoup de gens me disent: ouais, mais Tammy, t'as rien compris à la Turquie, t'as rien compris à Erdogan. 88% d'inflation. C'est juste incroyable. Eh bien, à un certain moment, l'inflation va devenir tellement importante que ça va devenir insoutenable. Et quand l'inflation est trop importante, la seule solution des décideurs économiques, c'est d'augmenter les taux d'intérêt. Mais si on augmente les taux d'intérêt, qu'est-ce qui va se passer? Ben, ça va mener à un ralentissement de la croissance, voire à une récession économique, d'accord? Donc, l'économie va ralentir. Et si l'économie ralentit, ben, on va avoir une hausse du chômage. Et si on a une hausse du chômage, clairement, la conséquence, ce sera des mouvements sociaux. On aura de plus en plus de contestations, on aura de plus en plus de gens qui seront mécontents. Et on l'a vu, rien qu'en France, les dernières élections montrent un vrai mécontentement. Et finalement, Macron, aujourd'hui, il est un peu piégé. L'opposition, elle est en train de, voilà, de taper fort, etc. Et clairement, ça va pas dans le bon sens. C'est-à-dire, finalement, la situation des Français et même, voilà, en général, ne va pas s'améliorer parce que c'est pas la solution. Et la solution, c'est vraiment de trouver, voilà, de limiter la casse le plus vite possible. Mais on est bien d'accord que l'Europe est piégée aujourd'hui. Elle n'a pas le choix. Parce que tant que le conflit dure, tant que l'énergie est élevée, tant que la croissance est au ralenti, augmenter les taux d'intérêt, ça veut dire aujourd'hui comme conséquence récession, on freine l'économie et donc on aura des mouvements sociaux. Mais si on ne le fait pas de suite, ben, l'inflation va flamber et à un certain moment, l'Europe va devoir augmenter les taux d'intérêt pour freiner les choses. Mais l'Europe et les instances, la Lagarde notamment, ben, elle est piégée. Si elle ne fait rien aujourd'hui, elle peut gagner un peu de temps. Mais combien de temps? Si on a un phénomène de panique, c'est-à-dire que si l'euro s'effondre, casse le niveau des 1, l'euro va s'effondrer, ou du moins, voilà, baisser fortement, s'effondrer, baisser fortement. Et à partir de là, ben, l'Europe sera obligée d'augmenter les taux d'intérêt parce que on aura une inflation importée, on aura un pouvoir d'achat qui diminue, on aura une inflation qui deviendra insoutenable et on aura des mouvements sociaux. Donc, je le dis hein, honnêtement, la situation des dirigeants. Alors, il y a beaucoup de vidéos qui sont un petit peu sur, voilà, olé olé, etc. Non, moi, je n'aimerais pas aujourd'hui être à la place d'une Christine Lagarde. Je pense que sa situation, elle est très, très, très compliquée parce que si on regarde les choses objectivement, qu'est-ce qu'elle peut faire? Qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle augmente les taux d'intérêt, elle freine l'économie et voilà, les conséquences, on les connaît. Elle ne fait rien, on risque d'avoir un euro qui continue de baisser, on risque d'avoir une inflation forte et on risque d'avoir les mêmes conséquences.
Et là, il faut avoir un courage politique, c'est-à-dire clairement, il faut prendre une décision. Mais la meilleure solution, ce serait de dire, OK, on va souffrir, on augmente les taux d'intérêt, mais on limite la casse de suite. Ce serait la meilleure solution. Ce serait de ne pas faire la politique de l'autruche. Mais si on augmente les taux d'intérêt, on sait déjà que récession, chômage et ralentissement économique, d'accord? Et contestation, mouvements sociaux, etc. Donc, la BCE essaie de gagner du temps, mais jusqu'à quand? Dites-moi ce que vous en pensez, les amis. N'oubliez pas de liker et de partager cette vidéo. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao!